tu as créé un logiciel qui est utilisé aujourd'hui par plus de 120 000 enseignants. Je voyais les piles de manuels, les PDF, les fichiers Word, les fichiers Excel, et en fait je me suis dit ok, c'est ça les outils du quotidien d'un enseignant en France. Je me souviens très bien du soir où il est rentré, il m'a dit bon ben voilà, j'ai posé ma dème, c'est parti, l'aventure démarre à 100%. Je suis professeure des écoles. Cette année, j'effectue ma 13e rentrée. Elle est beaucoup plus simple depuis quelques années grâce à l'outil que Thibaut a mis en place. Tu travaillais autant que Thibaut qui était dans les startups parisiennes finalement. Bah tout à fait. Ouais. Oui, c'est une dose de travail assez conséquente. C'est vraiment ce qui me manquait, je pense, au tout début, c'est de me dire voilà, j'aimerais avoir un outil qui me permet en fait de tout planifier, mais simplement. Moi, ce que je voulais créer, c'était un outil qui serve au quotidien. Je me rappelle très bien du premier test utilisateur que j'ai fait, et donc j'ai fait tester le truc. On m'a dit ouais, c'est pas mal, mais moi je paierai jamais pour un outil. Ouais, donc là tu as aussi encore une fois des doutes. Ah bah ouais, il y a des doutes, ouais. Je me disais au moins, si jamais le projet échoue lamentablement, j'ai appris des choses, donc c'est déjà ça de gagner. Je me dis bah tiens, plutôt que de faire quelque chose pour moi, je vais faire quelque chose pour Marie-Laure et globalement les enseignants. En combien de temps, par exemple, tu vas atteindre les premiers 1000 utilisateurs? J'ai réussi à passer un premier plafond de verre en contactant là les blogueuses. C'était 1 sur 10 qui me répondait. L'ambition sur ce projet-là, elle est vraiment venue au fur et à mesure. Donc, du coup, c'est d'année en année, en fait, de plus en plus d'utilisateurs et au bout d'un moment, tu te dis ok, en fait, il y a peut-être vraiment moyen de faire quelque chose de sympa. Et je me souviens que là, je m'étais dit waouh, ah ouais, génial. Quelle empreinte avec ce projet vous voulez laisser sur ce monde et sur le territoire? C'est les gens qui nous disent ah mais grâce à Teach en fait, voilà, c'est génial, je l'utilise. Il a créé avec un peu mon aide, mais c'est surtout lui qui l'a créé, un outil qui est utilisé et qui est apprécié. Donc en fait, on a des gens maintenant qui se retrouvent dans les écoles, qui en parlent parce que ah oui, tu l'utilises aussi. Et ça, en fait, on se rend compte que la communauté grandit et qu'il y a de plus en plus de monde qui l'utilise. Et c'est génial, quoi. C'est le fait de pouvoir vraiment de voir qu'on a créé quelque chose qui apporte vraiment de la valeur aux gens, qui leur permet, comme on dit, de se coucher plus tôt le soir, qui diminue aussi le stress, le fait d'être plus zen aussi au quotidien. Voilà, c'est le bonheur, là, on puise de ça. Bonjour Thibaut, bonjour Marie-Laure. Ça me fait plaisir de vous avoir ici aujourd'hui pour le 5e épisode de Laisser son empreinte, dans un lieu original, puisqu'on est dans l'école primaire de Laurie-les-Metz, qui nous la mettent gentiment à disposition. Et ça va bien avec le sujet du jour, puisque c'est la rentrée cette semaine. Et Thibaut, tu as créé un logiciel qui est destiné aux professeurs des écoles, et qui est utilisé aujourd'hui par plus de 120 000 enseignants, justement. Et Marie-Laure, tu n'es pas en reste, puisque tu es donc mariée à Thibaut, et tu es toi-même professeur des écoles, et tu as été la première utilisatrice de ce logiciel Made in Lorraine, il faut le dire quand même. Et on peut dire aussi que tu étais un peu la cobaye, finalement. Et du coup, je voulais en savoir un peu plus. Voilà, comment tout a démarré. Si Marie-Laure, déjà, tu peux nous parler un peu plus de toi, et puis après Thibaut. Déjà, bonjour. Merci de nous recevoir. Alors, je m'appelle Marie-Laure, j'ai 35 ans. Je suis professeure des écoles, mariée à Thibaut, on a 2 enfants. Et donc, cette année, j'effectue ma 13e rentrée. Et effectivement, elle est beaucoup plus simple depuis quelques années grâce à l'outil que Thibaut a mis en place. Et ça a commencé comme ça. En fait, il me voyait un petit peu à chaque rentrée avoir des difficultés à créer mon emploi du temps, à faire mon cahier journal. Le cahier journal, c'est une sorte d'agenda en fait qu'on doit rendre tous les jours avec les activités des enfants. Et lui qui connaît un petit peu le métier de l'enseignement, puisque sa maman est également une ancienne professeure des écoles, s'est dit c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose à faire, quelque chose de mieux, de plus simple. Et tout est parti de là. Et c'est là qu'est né Teach il y a quelques années. Et effectivement, j'ai la chance d'avoir vu Teach évoluer, grandir et
Et j'ai pu tester à chaque fois et être la bêta-testeuse de tous les outils. Tu as aussi appris des nouveaux termes, du coup. Voilà, tout à fait, exactement. Et donc, effectivement, c'est mon quotidien maintenant, c'est notre quotidien. Et puis, je l'en remercie parce que ça peut vraiment sauver mes journées. Ok, super. De toute façon, on va revenir sur les détails, mais c'est déjà super intéressant. Donc, toi, tu avais déjà été institutrice, en fait, oui. Professeur des écoles. Professeur des écoles, oui. Avant d'avoir l'application que Thibaut a créée. Et justement, comment t'en es arrivé à là? Ouais, moi aussi avant. Aussi, pour donner un petit peu de contexte à tout ça, moi, à la base, je suis de formation d'ingénieur en informatique. Et j'ai beaucoup travaillé en fait dans les startups parisiennes. Et donc moi, ma spécialité, c'est plutôt de créer des produits. Et j'ai toujours aimé faire des projets perso en fait sur mon temps libre. Et souvent, ça répondait plutôt à des problématiques qui m'étaient propres. Sauf que voilà, après les projets perso, c'est comme ça. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins bien. Et là, je me suis dit tiens, finalement, comme Marie-Laure disait, ma mère était enseignante. Marie-Laure est enseignante, donc bref, j'ai beaucoup d'enseignants dans mon milieu. Donc je me suis dit, plutôt que répondre à une problématique que moi je pourrais avoir à titre perso, est-ce que je pourrais pas faire quelque chose pour ces enseignants qui sont dans mon réseau? Avant d'en arriver là, justement, c'était développeur, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc en fait, j'ai commencé, donc, comme je disais, dans les startups parisiennes, j'avais commencé en cabinet de conseil. Donc ça m'a permis de voir différents contextes. Donc j'avais fait dans la banque, dans les médias, j'avais fait différentes missions, donc plutôt en effet de développement. Aussi un peu de conseil en informatique un peu plus général. Donc c'est là un peu où je me suis fait vraiment mes premières armes pour essayer de vraiment monter en compétence sur le développement de produits, comprendre vraiment la tech et tout ça. Ensuite, Tu créais des applications à ce moment-là? Ça dépend des missions. Justement, moi, ce que j'aimais bien en fait au début, c'est que c'était des choses très variées. En fait, par exemple, en effet, dans la banque, c'était vraiment c'était un logiciel interne qui permettait de gérer des prêts de très grosses sociétés. Donc là, c'était vraiment très on avait des specs, des spécifications qui étaient très précises, beaucoup de vérifications, etc. Moi, c'était pas trop un contexte qui m'allait parce que moi, je préfère plutôt les trucs où il y a peu de hiérarchie et on essaie d'aller vraiment assez rapidement. Et donc du coup, ça aussi, donc c'était une des premières expériences. Après, j'ai fait plutôt des médias, donc là, c'était aussi plutôt des logiciels internes, donc c'était pas trop du web, comme on dit. Et en parallèle, du coup, tu as commencé petit à petit à créer l'application dont on parle aujourd'hui. Ouais, ça c'est venu après. Okay. Parce qu'après, du coup, les cabinets de conseil, ce qui me manquait en fait, c'est finalement, je mettais des choses en place, mais bon, au bout de 6 mois, c'était une mission de conseil, donc du coup, on partait. Et donc moi, ça me manquait en fait, je voulais voir un peu les traces. Donc ensuite, j'ai fait une autre startup où là, c'était plutôt dans le monde de la pub. Donc là, c'était très intéressant parce que techniquement, j'ai énormément appris. Sauf que moi, comme beaucoup de gens, j'ai un bloqueur de publicité. Et donc, du coup, le sens dans ce que je faisais, en fait, je le retrouvais beaucoup moins. Et donc, c'est pour ça qu'après, j'ai fait une autre startup qui était plus là dans le BTP. Donc là, c'était vraiment l'idée, c'était de mettre en relation des personnes qui faisaient des travaux de rénovation avec des professionnels du bâtiment. Et donc, on a fait une marketplace pour pouvoir en fait mettre en relation ces personnes-là. Donc là, c'est là où j'ai vraiment appris et c'est là que j'ai commencé à développer Teach parce que ça me permettait de finalement ce que j'apprenais dans mon quotidien dans cette société, et je le mettais aussi en pratique dans mon projet perso avec Teach. D'accord, ok. Et puis tu avais l'ambition aussi d'avoir ton projet à toi et de créer quelque chose qui venait de lui en fait. Il t'en avait déjà parlé du souhait de vouloir créer une application? Alors pas forcément une application, mais c'est vrai qu'il avait souvent des petites idées, il me parlait de certaines choses et puis l'envie d'avoir son entreprise, de créer quelque chose, de partir de rien et d'arriver à le faire grandir. Oui, ça effectivement, ça a toujours été une ambition que tu avais depuis très longtemps. Donc souvent le soir tu le voyais rentrer et commencer à taper des lignes de code. Toujours. C'est pour ça finalement après c'est vrai que c'est devenu Teach, mais ça faisait partie du quotidien. Il a toujours aimé progresser, apprendre dans son domaine. Donc en fait même avant Teach déjà je le voyais se former, créer des choses, essayer de se perfectionner. Donc effectivement, une fois que Teach a été créé, il travaillait beaucoup sur ça. Mais déjà avant, en fait, que ce soit le soir ou le week-end, oui, il était passionné par ce qu'il faisait. Donc en fait, toi, pendant que tu regardais justement les cahiers des élèves, voilà. Thibaut, lui, il était dans les lignes de code, en fait. C'est ça, exactement. Et quand il faisait ses petites pauses, il me voyait devant mon PC en train d'essayer de créer mes outils et de ne pas y arriver en fait ou passer énormément de temps et c'est là où il s'est dit non mais on va lier les deux et on va faire quelque chose. C'est ça, et donc moi en fait là je suis vraiment parti je suis pas parti d'un problème, finalement je suis parti d'une population, à savoir les enseignants. Et en fait
Problème, je l'ai vite rencontré en vrai. Hein. Je l'ai quand même vite rencontré quand j'ai vu les outils qu'ils utilisaient. Bon, voilà, mon quotidien, c'était aussi d'utiliser des outils qui étaient le plus performants possible pour pouvoir juste développer des logiciels et juste que les sociétés dans lesquelles je bossais, ça soit performant. Et en fait, je voyais après ce qui était utilisé. Bon, je voyais les piles de manuels, les PDF, les fichiers Word, les fichiers Excel. Et en fait, je me suis dit, OK, c'est ça les outils du quotidien d'un enseignant en France. J'ai fait, bon, il y a peut-être quand même quelque chose à faire. Et donc, c'est comme ça que voilà, j'ai essayé un peu plus de m'intéresser vraiment à son quotidien, les outils qu'elle utilisait au quotidien, pour voir s'il n'y avait pas déjà une première porte d'entrée pour pouvoir juste déjà lui faire gagner du temps finalement à Marie-Laure. Parce qu'il devait y avoir un écart énorme en fait entre toi, ce que tu utilises qui pouvait paraître archaïque, on peut le dire, et puis toi, ce que tu faisais en start-up, dans les banques, avec des moyens quand même différents. Exactement. Toi, tu étais senior développeur, tu avais quand même de la bouteille, donc je pense que tu étais quand même sur des compétences assez poussées. Puis quand tu vois les outils de travail de ta femme, de Marie-Laure, tu te dis, bon, il y a quelque chose à faire en fait. Exactement, ouais. Et puis en plus, il y a quelque chose d'un peu contre-intuitif, c'est que la population, on va dire générale, pense que les enseignants, en fait, ils travaillent pas beaucoup, etc. Alors qu'en fait, quand tu vis le quotidien d'une enseignante, notamment sur ses premières années et à des périodes charnières, en fait, comme la rentrée scolaire, pourra mieux en parler que moi. Mais c'est chaud. C'est chaud. Est-ce que tu peux nous dire un peu justement comment ça se passe sans parler même de Teach, mais voilà, quand tu fais même ta première rentrée, c'était il y a 13 ans, tu m'as dit? Il y a 13 ans, ouais. En fait, que ce soit il y a 13 ans ou maintenant, effectivement, chaque rentrée, j'allais dire, le schéma se ressemble un petit peu. C'est juste qu'au fur et à mesure, on a des automatismes, ça devient plus simple. Pour peu qu'on garde le même niveau, en plus d'une année à l'autre, effectivement, on a moins de préparation. Mais c'est vrai qu'on a une quantité de travail à fournir pour une rentrée qui est quand même assez importante. Déjà, on a tout ce qu'on appelle programmation. Donc, c'est les programmes de l'éducation nationale. Donc, c'est à nous d'aller chercher les programmes sur Internet et de les planifier sur l'année scolaire. Donc, effectivement, on a un gros bloc de programmes et à nous, suivant le niveau qu'on a, d'essayer de programmer ça sur les 5 périodes de l'année scolaire. Ensuite, on a l'emploi du temps qui nous est pas fourni. Beaucoup pensent qu'en fait, on nous donne un emploi du temps et non, c'est à nous de le faire. Donc, on a un volume horaire avec tant et tant d'heures de français, tant et tant de mathématiques. Alors, suivant les niveaux, ça n'a pas les mêmes nominations, mais c'est à nous de le faire. Donc, pour que tout rentre avec les récréations, avec les horaires de l'école. Donc, des fois, on est là, ok, non, mais en fait, si je fais ça, ça va pas. Mais là, ma case, elle va être trop grande par rapport. Donc, il faut que ce soit cohérent. Donc, c'est vrai qu'il y a ce souci-là. Ensuite, on a l'agenda de l'enseignant qui est le cahier journal. Donc, on doit tous les jours planifier les activités, on doit rendre compte à notre hiérarchie aussi de ce qu'on fait avec nos élèves, ce qui est normal. Et si on a un remplaçant qui vient dans notre classe, par exemple, eh bien, il peut demander à avoir ce cahier journal pour voir ce qui a été fait. Donc, c'est déjà au moins 3 choses à faire. C'est au moins 3 choses à faire. Sachant que là, dans ta première rentrée, c'est la première fois que tu arrives. C'est ça. Donc, tu as tout ça à gérer, même l'emploi du temps. Tu te dis, les maths après le PS, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Faut faire des petits calculs. Et puis, c'est vrai qu'on a la pression parce qu'on n'a pas que ça à faire. On a les cours à préparer, les leçons. Alors, bien sûr, on est aidé par des manuels, par ce genre de choses. Mais justement, quand on débute, on est tellement noyé par tout ça que c'est compliqué et on ne sait pas par où commencer. Et c'est vraiment ce qui me manquait, je pense, au tout début, c'est de me dire, voilà, j'aimerais avoir un outil qui me permet en fait de tout planifier, mais simplement. Donc on te fournit le fond, mais pas la forme. C'est ça. Mais c'est-à-dire que si je peux me permettre, le fond, on te dit, tu vas avoir telle classe à la rentrée, et ce qu'on te donne, c'est un PDF de 100 pages, très très verbeux, très compliqué à naviguer, parce qu'en effet, verbeux et des paraphrases un peu dans tous les sens, donc c'est assez compliqué d'y s'y retrouver. Et c'est vraiment la seule chose qu'on te donne, finalement. En plus de, bien évidemment, la formation que tu as eue en amont. Mais bon, la formation que tu as eue en amont, c'est pas... Par exemple, là, on va te présenter, on va te dire que tu as un CP, CM2, par exemple, un double niveau, et c'est 2 cycles différents, donc c'est 2 programmes différents. Donc, le PDF de 100 pages, tu fais x2. Donc ça, parfois, tu as cette nouvelle-là quelques jours avant la rentrée. Donc, pour te préparer, autant te dire que c'est mission impossible. Et voilà, c'est les seuls éléments qu'on te donne pour une rentrée scolaire, sachant que d'ici quelques jours, tu es en face de, 25 élèves, et il va falloir que tu fasses cours, quoi. Et encore, 25, c'est peu, non? Ou c'est ça en général? Ça dépend. Ça dépend si on est en zone prioritaire ou si on est en milieu normal. Ça peut monter jusqu'à 30-31. Après, globalement, j'ai toujours eu entre 24 et 26 élèves.
D'accord. C'est la moyenne. Ok. Voilà. Et tu parlais de double niveau, c'est quoi exactement? Je me rends pas compte. Alors, un double niveau, ça veut dire qu'on a une classe, mais avec 2 niveaux de classe. Par exemple, comme il disait tout à l'heure, moi, j'ai déjà eu un CP CM2. Ça veut dire que dans ma classe, j'avais une dizaine de CP et j'avais une dizaine de CM2. Donc là, à ce moment-là, tout ce que tu m'as dit avant, comme disait Thibaut, il faut le dédoubler. C'est x2. C'est x2, c'est-à-dire que dans mon emploi du temps, il faut que je case l'emploi du temps de mes CP et l'emploi du temps de mes CM2. Il faut que je me dédouble, en fait. Et à ce moment-là, comment tu as fait à ta première rentrée quand il n'y avait pas encore Teach? C'était un peu la panique? Tu te sens comment vraiment à ce moment-là? Alors, déjà, tu passes pas vraiment un été. Hein, oui, voilà. En fait, c'est surtout ça. Je sais que, alors moi, j'avais des maternelles sur ma première rentrée. J'avais des grandes sections de maternelle. J'avais fait déjà un petit peu de maternelle en amont, donc j'étais moins angoissée. Mais c'est vrai que on tâtonne. Hein, on passe des heures à potasser. On regarde sur Internet des exemples. On essaie de faire sa petite tambouille en disant ah tiens ça me plaît, ça c'est pas mal. Ah oui mais en fait ça va pas parce que là effectivement la récréation elle est à telle heure. Ensuite on appelle l'école où on est, on nous dit ah mais non ça va pas parce que la collègue elle fait sport à telle heure et donc il va falloir que tu changes. Donc c'est vrai que l'été de la première rentrée il est sportif. Il est sportif. La rentrée sportive aussi parce que on angoisse. Hein, on va être la première fois devant des élèves. Ça doit être des enfants. Ils vous regardent tous et puis il y a quand même cette aura du maître ou de la maîtresse où eux ils attendent beaucoup. Les parents aussi. Donc c'est vrai que c'est double stress. La première année en plus on est stagiaire donc on a cette pression aussi de la hiérarchie où on sait qu'on va être titularisé ou non. Donc on a énormément de documents à fournir. Tout doit être carré. Donc c'est vrai que c'est le premier été et la première année même, c'est une dose de travail assez conséquente. Et je n'avais pas Teach cette première année. Du coup, tu travaillais aussi beaucoup les week-ends et les soirs quoi, au début. Le temps. Ouais, tout le temps. La première année, c'était vraiment tout le temps. Hein. C'était. C'est vrai, on n'avait pas d'enfants. Et on n'avait pas d'enfants. Heureusement, j'avoue que les enseignants qui débutent avec des enfants en bas âge, ils ont toute mon admiration. Mais c'est bien de faire le parallèle parce qu'au final, tu travaillais autant que Thibaut qui était dans les startups parisiennes finalement, ou dans les banques quoi. Tout à fait, ouais. Oui. Non, tout à fait. Parce que, du coup, moi, le week-end, j'étais sur mes projets perso et puis elle était dans ses préparations. Moi, j'étais dans quand même lié au travail. Il faut le dire quand même, c'est quand même énormément de boulot, on se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Et après, là, tu parles de ton année de stagiaire. Après, souvent, donc c'est une année. Après, ça dépend de ton placement au concours, mais donc t'es souvent épaulé quand même un petit peu pendant cette année, donc on te met en règle générale dans une école qui est un peu plus favorisée, donc avec un niveau assez simple pour justement te permettre de faire tes armes. Mais donc tu passes une année à vraiment bien préparer cette année-là, sauf que l'année suivante, par contre, tu es dans le vrai bain. Donc c'est-à-dire que tu n'es plus dans ce système de professeur stagiaire, tu es vraiment avec tout le monde. Et donc comme toi, tu as très peu d'expérience, donc tu as très peu de points, donc en règle générale, on t'envoie là où tu n'as pas forcément envie d'aller. Et souvent donc, dans d'autres niveaux, donc tu n'as pas juste le CP simple, machin, c'est là où tu peux avoir des doubles niveaux, tu peux faire des remplacements, etc. Donc en fait, tout ce que tu as fait l'année précédente, tu peux peut-être, si tu as de la chance, en réutiliser une partie, mais il y a beaucoup de choses que tu dois complètement refaire. Tout à fait. Et tu repars à zéro en fait. Exactement. Et encore, moi, je m'estime chanceuse parce que j'ai toujours eu des classes fixes. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un poste fixe où j'avais ma classe à l'année. Mais j'ai énormément de collègues qui se sont retrouvés pendant des années avec des cartons. C'est-à-dire que le lundi, ils sont en CP, le mardi, ils sont en CM2 dans une autre école. Le jeudi, vendredi, ils sont en petite section, moyenne section, encore dans une autre école. Et donc, il faut jongler. Donc, c'est autant d'emploi du temps, autant de programmation, autant de cours à préparer, autant... Donc, c'est multiplié. Et puis, moi, j'ai eu de la chance. C'est vrai que j'avais toujours ma classe, mon école. Donc, j'avais quand même une charge de travail un peu plus légère. Mais oui, c'est... Ok. Voilà. Et du coup, Teach, ça a commencé quand? Enfin, il y a combien d'années à peu près tu as l'idée qui arrive et tu te dis, je vais peut-être faire quelque chose? C'était il y a combien de temps? C'était en 2016. Donc, maintenant, ça fait 8 ans. Ouais, 8 ans, les premières lignes de code datent de 2016. Donc en effet, comme je disais, la démarche, en fait, au début, c'était, moi, les projets perso que je lançais, c'était souvent pour apprendre des nouvelles technologies. Donc j'aimais bien, parce que ça me permettait, je me disais, au moins, si jamais le projet échoue lamentablement, j'ai appris des choses, donc c'est déjà ça de gagner. Et donc là, comme je disais, en 2016, je me dis, tiens, plutôt que faire quelque chose pour moi, je vais faire quelque chose pour Marie-Laure et globalement les enseignants.
Donc c'est à ce moment-là, en effet, qu'il y a les premières lignes de code. Petite anecdote, c'est toi qui lui as demandé de le faire ou c'est toi par pur hasard, tu te dis allez, par pur hasard. On la voyait travailler, tu te dis... Non, c'est plutôt venu de toi parce que tu me voyais effectivement, tu me dis mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je me revois très bien devant l'ordi en train d'essayer que mon emploi du temps soit joli, cohérent, enfin que mes cases, ma demi-heure de je sais pas quoi était plus petite que mon 2 heures de PS et puis il me dit mais attends, il y a forcément un truc à faire, enfin c'est pas possible. Et c'est vraiment parti de là et c'est vrai qu'après je me suis dit ah bah vas-y, si tu arrives à me faire quelque chose. Parce que là ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est très difficile, ce qui était vraiment le challenge au début, c'est de se dire, c'est pas de se décourager. Parce que, en fait, les enseignants s'accommodent. Enfin, souvent, on s'accommode, en fait. Marie-Laure, quand j'ai commencé à faire ça en 2016, t'avais quoi? T'avais 6 ans? C'était ma 4e année. 4e année. Ouais. Et souvent, les retours des utilisatrices que j'avais, quand on débute, je crois c'est au bout de 4-5 ans, on commence à se sentir à l'aise en fait, dans son métier, parce que là, du coup, on a moins de préparation et donc, du coup, on se sent plus à l'aise parce qu'on connaît un peu mieux ses méthodes de travail, etc. On a ses habitudes aussi. Voilà. Mais donc, du coup, toi, quand tu arrives et tu dis, non, mais en fait, là, vraiment, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, elle va dire, non, mais ça marche. Et donc là, toi, c'est pas évident parce que tu te dis, est-ce qu'il y a un vrai problème à résoudre, en fait? Peut-être que ce que je vais proposer, ça va intéresser personne. Donc moi, je me suis dit, bon, c'est pas grave, même démarche, au pire, ça sert juste à Marie-Laure, au pire, ça lui sert pas, j'ai au moins appris quelque chose. Donc c'est pour ça que les premières versions, quand je lui montrais, fallait quand même, fallait être courageux parce qu'elle me disait, bah oui, mais bon, bof, quoi. Et aussi quand tu démarres, parce que vu ce que tu nous as dit, Marie-Laure, il y a énormément de choses à faire, entre le cahier journal, les emplois du temps, etc. Toi, t'as pas peur de cette mission qui est quand même énorme, t'as énormément de choses à faire. Comment tu te dis, ok, je commence par ça, cette étape-là précisément? En fait, j'avais identifié deux points où il y avait déjà il y avait une synergie évidente, et en plus, moi, ça me semblait être une bonne porte d'entrée, à savoir l'emploi du temps, parce que l'emploi du temps, il faut calculer le volume horaire, donc du coup, c'est des choses, si tu dois le faire à la main, ton Word, ton Excel, ils t'aident pas pour ça. Donc du coup, à faire à la main, c'est chiant. Niveau informatique, ça se gère. Et après, la complexité de ça, c'était surtout de mettre en page, l'idée de mettre en page un joli PDF qui tient sur une page, etc. Donc, l'emploi du temps. Et après, l'avantage, c'est qu'à partir de l'emploi du temps, finalement, ça te donne ta structure pour ton cahier journal. Donc, du coup, en fait, ton agenda. Donc, en fait, tous les lundis, tu sais que de 8h à 9h, tu vas travailler les maths si tu as mis ça sur ton emploi du temps. Et donc, après, l'idée, c'était, OK, bon, à partir de l'emploi du temps, je peux pré-générer ton cahier journal. Et donc, ça va te faire gagner beaucoup de temps parce que tu auras déjà la structure, tu vois. Et donc, toi, après, tu n'auras plus qu'à remplir les éléments, enfin les cases que je t'aurais pré-générées à partir de ton emploi du temps. Oui, parce que pour faire très simple, le cahier journal, c'est juste, on dit ce qu'il y a exactement dans l'emploi du temps. Voilà, c'est ça. On le détaille un peu plus, c'est-à-dire qu'on doit mettre l'objectif de la séance, de la leçon, les compétences qui sont travaillées et voilà, une petite phrase pour mettre l'activité qu'on va faire. Et là, ça dépend. Tu vas avoir des enseignants qui vont débuter, ils vont vouloir se rassurer, donc en fait, leur cahier journal, ils vont le faire très détaillé. Parce que du coup, ils veulent vraiment suivre, ils veulent être devant les élèves, ils veulent être rassurés, avoir vraiment... la trame détaillée de la journée. Et tu en as d'autres, plus expérimentés, comme Marie-Laure au début, qui elle, du coup, elle va juste mettre page 32 du manuel Access, par exemple. Et donc, du coup, elle a son manuel et en fait, elle va savoir se gérer comme ça. D'accord. Donc, en fait, tu t'es dit, pour choisir la première application que tu allais faire, qu'est-ce qui est le plus dur à réaliser aujourd'hui pour les professeurs des écoles? Donc, en quel cas, tu as dit l'agenda, c'était compliqué. Il fallait aller sur Excel ou sur Word, c'était pas pratique. Donc, tu dis un truc qui est pas simple à réaliser aujourd'hui, de manière facile. Et en plus, tu t'es dit ce que moi, je peux faire aussi rapidement. C'est ça aussi. Alors, juste qu'est-ce que techniquement je peux faire sans que ça me prenne une éternité. Et l'autre aspect qui, moi, était intéressant avec le cahier journal, c'est que c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Donc, moi, l'idée de gagner un peu de temps tous les jours, c'est quand même bien. Parce qu'il y a plein de choses qui gravitent. Alors maintenant, on a construit ces outils, mais qui gravitent autour de ce qu'un enseignant doit faire, mais qui sont à faire une fois par an. Un trombinoscope, par exemple, d'élèves, tu vas pas le faire toutes les 2 semaines. Tu le fais une fois à la rentrée, c'est tout. Et moi, ce que je voulais créer, c'était en fait un outil qui serve au quotidien. Donc, le cahier journal, c'était une bonne porte d'entrée pour ça. C'est d'ailleurs toujours pour ça, actuellement, que les utilisateurs, c'est le premier truc qu'ils voient. Et c'est vraiment souvent ce qui les fait, par ça, qui sont séduits par Teach. D'accord, c'est la première application qu'ils utilisent, mais ça n'a pas toujours été aussi probant, puisque tu as dit au début, c'était compliqué. Comme tes premiers essais de bêta-testeuse. Au début, je me rappelle, j'ai fait des trucs, c'était pas ouf. Mais c'est vrai, en fait, après, je pense que j'étais assez exigeante aussi, parce que je suis une enseignante qui aime bien... Enfin, je voulais que ce soit pratique,
Je voulais qu'effectivement, ce soit utile, que ça me fasse gagner du temps. Mais moi, j'avais et c'est ce qu'il n'y avait pas au début. J'aime bien quand c'est joli aussi. Et quand je dis joli, ça c'est très subjectif, hein, parce que ce qui va être joli pour moi va pas forcément l'être pour quelqu'un. Mais voilà, au début, il me manquait ce côté un peu peps du logiciel, quoi. C'était pratique, mais voilà, ça m'éclatait pas plus que ça. Donc c'est vrai que j'étais un peu fermée. Moi, j'arrivais avec mon mindset ingénieur, où il fallait que le truc soit sobre, efficace, épuré. Mais c'était pas encore esthétique. Ouais, il y avait ça, mais après même les mécanismes, en fait. Par exemple, au début, l'emploi du temps et le cahier journal, j'étais parti sur un système de synchronisation, mais c'était pas... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, et ce qui est difficile aussi sur ce projet-là, c'est que il y a pas un même enseignant. Il y a différents types d'enseignants, il y a différents fonctionnements. Il y a un enseignant junior, il y a un enseignant plutôt qui a plus de bouteilles. Et en fait, il y a un curseur à mettre. Il y a un curseur à mettre entre j'ai un fichier Word Excel qui me permet absolument de tout faire, mais qui me fait perdre du temps. Et j'ai d'autres systèmes qui vont par exemple être très rigides, mais le problème c'est que voilà, ça va peut-être aller à un enseignant qui a un simple niveau, et dès qu'une année j'ai un double niveau, ah mince, en fait je peux plus utiliser ce système-là. Donc il y a un curseur à placer pour que ce soit assez flexible pour permettre de satisfaire les besoins de différents types d'enseignants et différentes catégories. Par exemple, je remplace ou j'ai un multiniveau, j'ai d'autres dispositifs, et en même temps, donc assez flexible pour ça et pas trop rigide, et en même temps pas laisser trop de choses possibles parce que sinon en fait c'est l'équivalent d'un Word ou d'un Excel. Combien de temps il a fallu entre la première ligne de code et l'itération où toi tu t'es dit ok, je veux bien l'utiliser et ça rentre vraiment dans ton quotidien? C'était rapide quand même, hein. Ouais. Le cahier journal, je pense que l'année d'après, je l'utilisais. Pour mon CP-CM2, oui, certaine. Parce que l'année d'après, j'avais mon CP-CM2, où justement, en double niveau, avec gros écarts, et je me souviens que là, je m'étais dit, waouh, ah ouais, génial. L'emploi du temps, hyper facile à faire, alors que j'avais un double niveau. C'était la première fois que j'avais en plus ces niveaux-là. Et je pense que ça a mis vraiment 1 an à ce que ça rentre complètement dans mon quotidien. Voilà, la première ligne de code, je l'utilise tous les jours. En travaillant soir et week-end aussi. Donc du coup, là aussi, il n'y avait pas... Moi, j'avais toujours pas validé qu'il y avait un vrai problème. Et le problème, c'est qu'après, Marie-Laure l'utilise. Mais donc du coup, l'étape d'après, c'est OK, super. Bon, j'ai résolu un problème. Marie-Laure a l'air satisfaite de l'outil. Tu as des collègues. Donc on va peut-être faire tester à d'autres collègues. Ah ouais, mais en fait, moi, je fonctionne pas pareil. Donc, de nouveau, moi, j'avais modelé le système pour fonctionner comme elle fonctionnait. Et moi, je m'étais dit, tous les enseignants fonctionnent pareil. Et en fait, non. Donc, du coup, là, on repart sur une boucle de développement et c'était pas simple. Donc, de nouveau, ce curseur à replacer au bon endroit. Sachant que, encore une fois, tu faisais ça les week-ends et le soir. Voilà, c'est ça. Oui, c'était à côté. Oui, voilà, il avait toujours son travail d'ingénieur dans sa start-up. Est-ce que à ce moment-là, tu t'imagines la proportion que ça peut prendre cet outil, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est un outil qui est utilisé quand même par 120 000 enseignants. Mais à ce moment-là, quand tu démarres, est-ce que tu peux au moins t'imaginer ça? Est-ce que tu t'imagines ça? Tu sais qu'à un moment, peut-être, ce sera payant, on en reparlera, hein, mais aujourd'hui, du coup, c'est une solution payante. T'en es où au début? L'ambition sur ce projet-là, elle est vraiment venue au fur et à mesure. Donc l'idée au départ, comme je le disais, apprendre des choses, moi, de mon côté perso, résoudre les problèmes de ma femme. Essayer d'améliorer son quotidien. Ensuite, c'était, finalement, maintenant, OK, ça a rempli ces objectifs-là. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose pour ses collègues? OK. On change, on résout les bugs, on change le logiciel pour que ça convienne aussi à plus de types d'enseignants. OK. Maintenant, l'étape d'après, c'est peut-être OK, essayons un peu plus le grand public. C'est-à-dire, on va juste faire une page de paiement et on le jette dans le grand bain, on va essayer de contacter quelques blogueuses pour faire un peu de pub et on verra si ça prend. Et après, moi, l'objectif, c'était 6 mois après, ça me permet de me faire juste un petit peu d'argent de côté, en plus de en plus de mon travail en start-up, c'est très bien. Sauf qu'après, le truc, au final, ça prend. Je me prends aussi au bout, j'ai des retours d'utilisateurs qui me disent, OK, c'est sympa l'emploi du temps, le cahier journal, mais moi, je fais comment pour gérer mes notes? Je fais comment pour faire mes fiches de séquence? Donc, c'est-à-dire vraiment le détail de mes cours. Un trombinoscope. Je fais comment l'appel, moi, j'aimerais bien. Et donc, au fur et à mesure, je développe de nouveaux modules. Et donc, au fur et à mesure, l'outil prend, quoi. De chaque rentrée, en fait, c'est souvent... un enseignant va déterminer un peu ses méthodes de travail souvent à la rentrée. Et donc, du coup, c'est d'année en année, en fait, tu as de plus en plus d'utilisateurs. Et au bout d'un moment, tu te dis, OK, en fait, il y a peut-être vraiment moyen de faire quelque chose de sympa avec tout ça, quoi. Oui, et puis tu vois aussi des habitudes communes entre chaque, au bout d'un moment. Exactement. Plus tu commences à avoir d'utilisateurs, plus Bien tu sûr. te dis, vraiment, le cahier journal, 90% d'entre eux l'utilisent, c'est que c'est intéressant. Ouais, tout à fait.
Puis c'est ça qui est chouette aussi dans Teach, c'est que finalement, il y a plein d'idées qui sont venues des utilisateurs. Oui. C'est-à-dire que au fur et à mesure, il y avait de plus en plus d'enseignants qui venaient sur Teach, qui communiquaient avec Thibaut et qui disaient ah bah tiens, moi j'aimerais bien avoir ça, et puis est-ce que ce serait possible? Et au final, les idées émergent, et puis quand il m'en parle, je dis ah bah oui carrément, j'y avais pas pensé non plus. Et puis c'est là où on essaie de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Et puis c'est Thibaut qui se met derrière son PC, qui code, et moi qui teste. Et donc ça a vraiment grandi comme ça. Donc, du coup, la première année, donc l'utilisatrice, la vraie première utilisatrice, c'est toi. Ensuite, tu commences à aller voir les collègues. Comment ils accueillent ça quand tu vas les voir en leur disant j'ai un logiciel pour vous? Non, ils étaient assez positifs. Après, c'est vrai que j'étais dans une grosse école et je m'entendais très bien avec mes collègues. Et puis voilà, je leur ai proposé l'outil. Après, ils me voyaient l'utiliser aussi, donc ça leur donnait envie. Le fait aussi de gagner du temps, ça, clairement, c'était le gain de temps chez un enseignant, c'est primordial. Il faut savoir que si on peut gagner du temps dans toute cette charge de travail, c'est quand même hyper important. Donc, le fait de gagner du temps, parce qu'on a tous nos vies, après on a les enfants, on a les activités perso à côté. Donc, ça a été assez simple finalement de leur proposer. Et puis, très naturellement, en fait, elles ont dit bah oui, pourquoi pas. Nous, on veut bien tester et puis dire ce qu'on en pense, donner notre avis. D'ailleurs, tu t'es même déplacée pour leur présenter à certaines l'outil, pour leur montrer comment ça se passe. Et puis, très naturellement, elles l'ont testé. Et elles ont fait leur retour, elles y ont mis aussi leur petite touche. Exactement, tout à fait. Et tu vois, là aussi, je me rappelle très bien du premier test utilisateur que j'ai fait à quelqu'un d'autre que Marie-Laure. Et en fait, c'était donc une amie de ma mère qui était enseignante, et sa fille à cette amie de ma mère est enseignante aussi. Donc du coup, je prends la voiture, je rentre parce qu'on était à Paris, nous, donc du coup, je reviens en Lorraine, chez mes parents. Et donc je prends la voiture, j'y vais, donc c'était dans un petit village campagne, et donc j'ai fait tester le truc. On dit ouais, c'est pas mal. Mais moi, je ne paierai jamais pour un outil, en fait. Elle me dit tout de suite, un des gros blocages qu'on a encore actuellement, c'est-à-dire que, en fait, non, moi, je paye jamais même elle, c'était un peu plus global, c'était je paye pas des choses sur Internet, mais je vais encore moins payer un outil professionnel, en fait. Normalement, j'utilise juste les outils que l'Éducation nationale me fournit. Donc voilà, là aussi, il fallait se dire, bon, quand c'est le tout début, premier test utilisateur, tu dis ça, bon, on va peut-être demander quand même à quelques autres, mais bon, ça commence pas bien cette histoire. Ouais, donc là, tu as aussi encore une fois des doutes. Ah bah ouais, il y a des doutes, ouais, énormément. Mais ça, c'est toujours comme ça. Je veux dire, dès qu'on fait un nouveau module, je vais en parler à quelques personnes, ils vont me dire, ah non, moi, j'ai pas du tout ce problème-là. Et parfois, il faut persévérer et se dire, ok, attends, je vais ajouter ça, ça, ça. Ok, maintenant, est-ce que tu peux retester? Ah ouais, là, maintenant, c'est quand même pas mal. Parce que les gens, ils s'imaginent pas aussi ce que ça peut devenir, comment ça peut leur simplifier le quotidien. Mais justement, à ce moment-là, donc tu persévères, tu vas voir les collègues de Marie-Laure. Et comment ça prend, justement, après cette première année? En combien de temps, par exemple, tu vas atteindre les premiers 1000 utilisateurs? Parce que c'est quand même quelque chose. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bon, alors après, tu disais 120 000 utilisateurs, on est d'accord, c'est 120. C'est pas 120 000 utilisateurs actifs, c'est 120 000 personnes qui sont inscrites, à peu près, chez Teach. Là, maintenant, on est plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs actifs. J'ai réussi à passer un premier plafond, un plafond de verre, en contactant les blogueuses. Parce qu'en fait, l'outil après, il était bien utilisé, mais sauf qu'il n'y avait pas assez d'utilisateurs pour vraiment que le bouche à oreille fonctionne. Donc du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'ai contacté manuellement, parce que dans le monde enseignant, il y a des blogueuses en fait, et maintenant plutôt des influenceuses. Mais en tout cas, à l'époque, c'était plutôt des blogueuses qui mettaient en fait à disposition plein de contenus en fait via des blogs, justement des fiches de prep, des progressions de programmation, voilà. Et donc ça, c'est énormément utilisé. Donc je m'étais dit, tiens, ça c'est un bon relais en fait pour pouvoir parler de Teach. En fait, je leur propose l'outil gratuitement, ils testent, et si jamais l'outil leur plaît, et du coup, ils ont qu'à en parler. Donc j'en contactais beaucoup. Le ratio, je sais plus, c'était 1 sur 10 qui me répondait. Ouais. Et donc voilà, il y en a quelques-unes qui ont joué le jeu, qui ont dit « Ah ouais, franchement, c'est intéressant ». Surtout qu'en plus, le problème que j'avais avec ces personnes-là, c'est que c'est des personnes qui aiment vraiment passer beaucoup de temps dans leur préparation. En fait, ils prennent vraiment du plaisir à faire des jolies préparations et après les partager. On revient sur l'esthétique. Voilà, mais c'est ça. Voilà. Mais sauf que ces personnes-là, du coup, elles valorisent un petit peu moins cet aspect gain de temps. Parce qu'en fait, justement, ils aiment bien passer du temps à préparer les choses. Alors qu'il y a d'autres enseignants, ils n'aiment pas passer du temps à préparer. Eux, ils veulent quelque chose d'efficace. Donc bref, c'était ça un peu la difficulté. Mais j'en ai trouvé quelques-unes qui ont commencé un peu à relayer qui a parlé de Teach. Et c'est là après, je sais plus, 2-3 rentrées après que j'avais commencé ces premières lignes de code, que j'ai commencé à avoir un peu plus de personnes sur le site. Ok. Et du coup, donc là, tu as tes premiers, on va dire, centaines d'utilisateurs, milliers d'utilisateurs.
à quel moment déjà tu dis bah je vais le rendre payant cet outil parce que via le premier blocage que tu as eu, comment tu as réussi à passer le cap? Bah, c'était assez rapidement. En fait, justement, moi, ce que je voulais, il y avait une hypothèse que je voulais valider. C'était, parce que ça, c'est la première question quand je parle de teach à quelqu'un, c'est mais pourquoi tu vas pas voir directement l'éducation nationale? L'éducation nationale fournit des outils aux enseignants. Le problème, c'est que souvent, ces outils sont quand même pas terribles. Et moi, ce que je voulais faire, c'était avoir un outil, je sais que les enseignants en ont besoin. Et comment savoir s'ils ont vraiment besoin? Bah, s'ils sont prêts à mettre au portefeuille pour avoir un outil, c'est que vraiment l'outil il a un intérêt. Donc c'est pour ça que j'avais commencé par du coup essayer de directement monnayer en fait aux enseignants, avec bien évidemment des tarifs très très abordables, surtout au début où il n'y avait pas beaucoup de fonctionnalités. Et donc on a eu ces premières centaines d'utilisateurs. J'ai oublié ta question en fait maintenant. Bah justement, c'est à partir de quand que tu as dit ok maintenant c'est payant. C'est payant. Est-ce que les anciens utilisateurs devaient payer déjà? C'était très rapidement en fait. C'est juste en vrai les seuls qui n'avaient pas besoin de payer c'était les collègues de Marie-Laure au départ. Et après j'ai tout de suite mis ça payant en fait. Donc voilà en 2016 je crois 2 ans. Oui, j'allais dire 2018-2019, je pense. Ouais. C'était rapidement payant parce qu'il fallait que je valide cette hypothèse. Parce que sinon, en fait, après je me suis quand même dit, voilà, il peut peut-être avoir un petit business là-dessus. En fait, si personne n'est prêt à payer, c'est bien beau parce que ses collègues, elles me disaient, OK, très bien, oui, si c'était, je serais prêt à payer. Mais c'est différent de dire, je suis prêt à payer, de payer vraiment. Ça n'a rien à voir. Donc, du coup, je voulais tester ça rapidement. Donc, c'est pour ça que ça a été très, très rapide là-dessus. Et ça coûte combien, Teach, du coup, à ce moment-là, en tout cas? À ce moment-là, ouais. Ça coûtait quelques dizaines d'euros par an. Par an, ouais. Il me semble que c'était 19 € par an. Ouais, c'était ça. 19, le tout premier, c'était 19 € par an. Il y a toujours des utilisateurs qui ont de la chance et qui sont sur ce tarif-là. Bah, les premiers à t'avoir fait confiance. Hein, et qui sont là depuis le tout début, sans interruption. Ils sont toujours... Et on a quelques utilisateurs qui sont là depuis très très longtemps. Vraiment tout au début. Ouais. Ok, super. Donc ça y est, tu as tes premiers utilisateurs payants. Tu passes du coup par ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs, mais à l'époque c'était encore les blogueurs. Ouais, c'est vrai. Et du coup, bon, ok, toi tu travailles toujours à côté, on est d'accord. Ouais, tout à fait. Et à quel moment ça devient ton emploi à plein temps quand même? Parce qu'il y a aussi un sacré écart entre ce moment où tu le fais pour le plaisir et le moment où tu le fais pour vivre. Ouais, c'était... 2021. 2021 Pas mieux que moi, ouais. 2021. Ouais. Avant que Samuel... Donc ouais, c'est vrai. Donc ouais, non, ça a pris quelques années après, parce que au début, tu avais quelques utilisateurs qui payaient, après au fur et à mesure, tu en as de plus, mais bon, à 19 € par an, il te faut quand même pas mal d'utilisateurs pour que ça commence quand même tu puisses en vivre à plein temps, quoi. Donc ouais, voilà, ça a pris 2-3 ans. Et puis il y a surtout le moment en fait où moi aussi j'ai vu qu'il fallait faire un choix, c'est qu'il y avait de plus en plus de monde sur la plateforme, donc qui s'inscrivait. Faut savoir que Thibaut il était seul là-dessus et Thibaut il répondait lui-même à tout le monde, c'est-à-dire que les enseignants qui avaient un problème, qui avaient un bug informatique, enfin qui savaient voilà, je trouve plus mon cahier journal, comment je fais, lui écrivait et lui il répondait. Donc il était seul sur le support. Et en fait, plus il y a eu de monde, plus ça devenait compliqué parce que ça lui prenait du temps. Et là, à un moment donné, je sentais que ça devenait trop son travail parce qu'il était toujours quand même très consciencieux sur son travail aussi, plus Teach. Voilà, on sentait qu'à un moment donné, la charge de travail devenait trop compliquée pour faire les deux. Et il a fallu faire un choix. Et bon, le choix était vite fait quand même. Ouais, c'était vite fait. Après, c'est juste une sacrée opportunité. Hein. C'est pas tous les jours qu'on a. Parce que mine de rien, après, certes, il y a l'effort et la persévérance de continuer quand parfois on a l'impression que ça va pas marcher. Mais après, il y a aussi la chance de, en fait, il s'est passé quelque chose, quoi. C'est-à-dire que j'ai réussi à créer un truc où je sentais qu'en fait, les gens, ils appréciaient, en fait, l'utiliser et ça leur répondait à un vrai problème, quoi. Parce qu'à ce moment-là, vous avez déjà des enfants quand tu as justement ton travail? On a notre fille qui a 2 ans et demi et j'étais enceinte de notre petit garçon. J'ai accouché 4 mois après de notre petit garçon. Donc il fallait aussi des risques juste purement financiers, hein, mine de rien, parce que c'est ça que je voulais dire, parce que c'est toi qui as un peu donné l'impulsion de lui dire, en le voyant travailler beaucoup, écoute, peut-être que ça pourrait être intéressant que tu sois à temps plein dessus. Non, tu t'en es rendu compte seul aussi. Hein. En fait, je me souviens surtout d'un soir où
où je suis rentrée de l'école. Il était 5h30. Et en fait, il y a eu une panne sur ce qui peut arriver, hein, les pannes informatiques, et où tous les enseignants ont commencé sur la page Facebook, sur le support, à lui écrire « Ah, ça plante, Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, en fait, il était seul. Et là, il m'appelle, il me dit « Il faut que tu viennes répondre. Moi, j'essaie de régler la panne, mais toi, il faut que tu répondes à tous les enseignants. » Parce que 17h, c'est un peu l'heure où les enseignants préparent leur journée de demain, check ce qui va pas. Et là, j'avais des mails, des messages. Et je répondais. Lui, il essayait de réparer la panne. Et là, on s'est dit tous les deux, on se regardait, on s'est fait... C'était chaud. Ok, là, c'était chaud. Stop, quoi. Enfin, faut faire quelque chose. Ouais, faire quelque chose. Et c'est vrai que ça a été la soirée, je crois, aussi un peu où on s'est dit... Oula. Ouais, là, c'est pas C'était un gros élément déclencheur du fait de dire, OK, maintenant, je passe temps plein sur ce projet. Ça a été déclencheur pour deux choses. Déjà, ça, et aussi le fait qu'après un moment, 19 € par an, en vrai, pour un outil où tu dois avoir cette rigueur, ça doit être tout le temps dispo. Tout le temps dispo, tout le temps performant. Et ça, à un moment, il faut bien le financer quelque part. C'est pour ça qu'après, on a aussi eu... alors ça arrivait plus tard, mais on a eu aussi des changements après d'abonnement là-dessus, quoi. Mais oui, après, au début, moi, ce que je voulais faire, c'était avoir quelque chose de progressif. Donc, du coup, j'appelle Arnaud. Mon précédent, c'était le CTO, hein, donc c'était celui qui était mon responsable. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien faire du mi-temps ou du 3/5e hein, pour pouvoir avoir un peu plus de temps pour développer ça. Il savait hein, que j'avais Teach à côté. Et il me dit, non, Thibaut... donc, c'était Travaux Libres. Maintenant, ça s'appelle EMEA. Il me dit, non, chez EMEA, c'est soit 100%, soit 0%. Et en fait, il avait raison. Il a vraiment raison de me dire ça parce qu'en effet, le travail en start-up, hein, c'est très prenant aussi. Hein. Donc, je lui ai dit, écoute, là, ça va être 0. Ça va être 0 parce que autant, voilà, j'ai l'opportunité de faire quelque chose de sympa. Donc, on va se donner les chances. Mais je trouve ça quand même incroyable parce que c'est super bien aussi. Tu l'as beaucoup supporté dans ce moment-là, hein, quand tu avais des problèmes et qu'il fallait répondre aux mails. Tu étais la première utilisatrice. Donc, du coup, je pense que vous avez fait une super équipe. Le fait que vous soyez vraiment tous les deux, je pense aussi, c'est ça qui a aidé de dire à un moment, OK, je me lance, quoi. C'est ça qui est super aussi. Ouais. Oui, et puis, après, moi, j'avais pas trop de doutes. Bon, après, il fait un métier quand même où il y a quand même beaucoup d'emplois. Donc, on n'était pas non plus en train de se dire, oulala. Oui, au pire, c'est pas. On savait que si on se plantait, s'il se plantait, voilà, il avait toujours un travail derrière qui l'attendrait. Mais je le voyais tellement passionné et puis je sais que quand il a quelque chose en tête, il le lâche pas. Et voilà, il voulait y arriver et je savais qu'il allait tout faire pour y arriver. Donc non, il y avait aucune raison de le freiner, de lui dire. Oula, non, pas du tout. C'était. Bon, après, le coup de la panne, heureusement, ça arrive. Oui, heureusement que ça arrivait. Ouais, ça arrivait une fois, mais on s'en souvient bien. Bon, on s'en souvient bien. On s'est dit plus jamais. Ouais. Mais non, mais c'est vrai que du coup, je me souviens très bien du soir où il est rentré. Il m'a dit voilà, j'ai posé ma dème. C'est parti, l'aventure démarre à 100%. Donc moi, il y a quand même quelque chose qui m'impressionne, c'est que tu m'as dit la première personne autre que Marie-Laure à qui tu as présenté l'outil, tout de suite elle t'a dit moi je ne paierai jamais un outil en tant qu'enseignante pour mon travail. Et aujourd'hui tu as plusieurs dizaines de milliers d'enseignants qui sont prêts à payer pour. Les tarifs, comme tu l'as dit, ils ont évolué, on en reparlera. C'est quand même assez impressionnant, ça montre que des gens qui sont prêts à payer de leur poche, parce que c'est pas du coup l'enseignement qui paye pour cet outil, c'est vraiment les enseignants qui payent de leur salaire. Il leur facilite vraiment la vie. Tout part de là, finalement. Ouais, c'était une grosse hypothèse qu'il fallait valider, en fait. Après, c'est toujours la même chose. C'est comment tu valorises aussi ton temps libre. Hein, tu vois, je veux dire, après un outil, en plus, on essaie quand même de faire des tarifs qui sont vraiment très corrects. Mais toujours, c'est comment tu valorises, en fait, ton temps libre. Donc, tu vois, si ça fait gagner des heures de travail chaque semaine, est-ce que ça vaut pas quelques cafés de prendre un abonnement? Mais c'est sûr que après, il y a des enseignants qui arrivent à faire financer malgré tout... Parfois, les mairies financent aussi ce type de licence. Parfois, avec le budget de l'école, ça peut être financé. Après, on a aussi beaucoup d'utilisateurs qui sont dans des écoles privées, où là, c'est beaucoup plus simple, parce que du coup, ça passe directement par le budget de l'école. Mais sinon, ouais, la majorité encore reste, ça vient de la poche des enseignants. Ouais. Et c'est combien aujourd'hui, du coup, un abonnement Teach? On a un à 6 € par mois, ou 9 € par an, 9 € par mois, pardon.
un à 6 € par mois et un à 9 € par mois. Et tu peux prendre annuellement, et annuellement, tu as 2 mois gratuits. Et ce qui m'étonne quand même, c'est que tu n'as pas essayé de passer directement par les écoles, tu es passé par les enseignants. Ouais, toujours, parce que en fait, moi, ce que je voulais aussi, c'est que ce soit vraiment utile pour les enseignants. Tu vois, parce que si tu passes directement par les écoles, l'école elle va dire, OK, en fait, ce que tu vas vendre, en fait, tu vas le vendre à l'école, tu vas vendre... alors que quand je vais par exemple sur une landing où on présente en fait les avantages de Teach, ça parle directement aux enseignants. Alors que si tu le vends à un directeur, le directeur, en fait, il n'a pas les problématiques d'un enseignant. Donc en fait, tu vas peut-être faire des fonctionnalités qui seront peut-être un peu différentes, qui vont peut-être privilégier en fait l'acheteur qui sera le directeur et pas l'enseignant. Donc moi, ce que je voulais vraiment, c'est finalement vendre quelque chose aux utilisateurs, qui apporte de la valeur aux utilisateurs de l'outil, et pas qu'on impose un outil aux enseignants, sachant que les enseignants, on leur impose déjà assez d'outils qui sont pas terribles, tu vois. Donc, Oui, c'est ça. Et puis moi, je me souviens que dans certaines écoles, justement, l'école avait pris le parti de payer pour quelque chose, un outil pour X ou Y raison, mais au final, ça nous convenait pas du tout. Donc, on avait cette licence pour faire quelque chose, mais les 3/4 ne l'utilisaient pas parce que c'était une usine à gaz, on comprenait rien, c'était pas facile. Enfin, donc au final... C'est vrai que vendre quelque chose, ok, mais il faut s'assurer effectivement que les besoins sont là et que les gens ont envie de l'utiliser. Parce que est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les outils que vous avez, ils sont imposés, et du coup, l'idéal, ce serait peut-être qu'est-ce que serait l'idéal du coup? Parce que on essaye de vous mettre des outils dans les mains, donc pour lesquels vous n'avez pas besoin de payer, mais ils vous conviennent pas. Alors, comment on pourrait faire pour que ça fonctionne mieux finalement? Et qu'on n'ait pas à imposer en fait un outil aux enseignants, mais qu'on puisse quand même les aider. Tout à fait. Alors je sais qu'en Belgique, ils ont une initiative comme ça, où en fait l'État, l'éducation nationale en Belgique en tout cas, leur alloue un budget. Donc en fait, chaque enseignant a un budget pour ses outils numériques, donc pour l'aider au quotidien. Et comme ça, moi je trouve que c'est vraiment une très belle solution parce que ça permet du coup aux enseignants de choisir en fait les enseignants, enfin les outils qui leur simplifient la vie. Parce que voilà aussi ce qui est un peu différent au premier degré, donc à savoir en maternelle, en primaire, c'est qu'en fait il y a une grosse liberté pédagogique. C'est le cas aussi après, mais surtout chaque enseignant, en fait, comme le disait Marie-Laure, en fait, son emploi du temps, c'est son emploi du temps, c'est pas l'emploi du temps de l'établissement, c'est vraiment son établissement, enfin son emploi du temps. Tous les contenus aussi, c'est souvent les siens. Donc c'est un peu aussi différent. C'est pour ça que du coup, ça doit pas venir en fait de l'école, ça doit venir plutôt de l'enseignant. D'accord, ouais, donc ce serait plutôt en fait chaque année on te donne un certain montant et puis tu peux le dépenser comme tu veux, que ce soit Teach ou même un autre outil finalement. C'est sûr, il y en aurait d'autres. Hein. Ouais, ok. Parce qu'après voilà, il y a pas que, en effet, il y a pas que Teach. Hein. Je sais qu'il y en a qui se débrouillent très bien avec des applications sur iPad ou parfois ça peut être juste la feuille et le papier, hein, où ils vont utiliser un outil juste pour gérer les notes, mais en fait le reste, le cahier journal, ils ont pas besoin parce qu'en fait c'est quelqu'un qui est assez expérimenté. Et en fait, elle connaît par cœur son programme, donc du coup, elle a pas besoin. Mais oui, juste en fait donner une aide pour qu'ils puissent choisir l'outil qui va leur permettre de simplifier le quotidien. Parce qu'on le voit, hein, il y a un vrai problème au quotidien de je débute et en fait ça me prend beaucoup trop de temps et je suis pas du tout aidé. Je le répète encore une fois, mais vu le nombre d'utilisateurs, en si peu de temps quand même, 8 ans c'est super court, hein. Le nombre d'utilisateurs, la vitesse à laquelle ça s'est propagé du bouche à oreille finalement, parce que on va en reparler justement de comment ça s'est fait connaître Teach. Par des influenceurs, mais pas que, c'est que le produit, encore une fois, il plaît, il répond à un vrai problème. Oui, tout à fait. Et on repart là-dessus. En plus des influenceurs, comment tu as fait pour faire connaître l'outil? On a eu influenceurs, le SEO. Donc, on a quand même beaucoup travaillé le référencement sur des mots-clés, type cahier journal, type emploi du temps, certains mots-clés qui en fait sont clés pour un enseignant et qui permettent de facilement, quand il cherche quelque chose, de tomber un moment sur Teach. Donc là, ça nous apportait aussi beaucoup de personnes qui découvraient l'outil et le site par ce biais-là. Et sinon, en vrai, c'est bouche-oreille. Enfin, c'est vraiment le bouche-oreille parce que les enseignants, ça discute à la rentrée, en salle des classes. Là, comme tout, en fait, ce qu'on propose quasiment sur Teach, après, tu peux le télécharger. Souvent, ça traîne en salle des maîtres. Et donc, du coup, comment t'as fait ça et tout. J'utilise un outil. Donc, c'est le bouche-oreille qui aide beaucoup. Ouais. Et souvent, c'était ça, on le voyait, les gens qui s'inscrivaient. Ma collègue de l'année dernière ou mon collègue utilisait Teach, m'en a parlé, ça a l'air génial, hop, je suis venue voir, j'ai envie de m'inscrire. Et ça a beaucoup, beaucoup été ça. Hein. C'était,
ils ont vu faire et ils ont eu envie du coup de l'utiliser. Donc ces longues années, soir de week-end, soir et week-end à travailler, en fait, pour peaufiner l'outil, c'était ça, en fait. C'était vraiment pour avoir un outil qui plaît après. Et ça simplifie vraiment la découverte de l'outil et le fait que ça se propage plus, la viralité, en fait, tout simplement. Du coup, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est les chiffres, parce qu'on l'a vu, ça s'est très vite répandu. Teach, par le bouche à oreille, par des influenceurs, par le SEO, comme tu viens de l'indiquer. Mais au début, tous les utilisateurs sont sur une version gratuite d'essai. Et ces utilisateurs-là, ensuite, passent payants si ça les intéresse, cet outil. Ils peuvent l'utiliser avant. Et du coup, je voudrais savoir justement si tu as plus de chiffres à nous donner. Par exemple, si tu as 100 personnes qui s'inscrivent sur ta plateforme, qui testent l'outil, sur 100, il y en a combien ensuite en moyenne qui deviennent utilisateurs, parce que c'est quand même un super indicateur pour nous montrer que ça plaît en fait. Oui, bien sûr, le taux de conversion. Comme tu l'as dit, en fait, on offre une période d'essai et on a aussi un outil, par exemple l'emploi du temps, il est 100% gratuit, à vie pour tout le monde, n'importe qui peut l'utiliser et ça fait gagner du temps. Mais en tout cas, sur le cahier journal, qui lui en effet est en période d'essai pendant 1 mois quand tu t'inscris, on a parmi les enseignants, parce qu'il n'y a pas que des enseignants qui s'inscrivent sur Teach, parce que comme l'emploi du temps est très bien référencé sur Google, et du coup, il y a la mère de famille, le responsable de club de foot qui vient faire son emploi du temps aussi sur Teach. Mais lui, en règle générale, il ne prend pas un abonnement. Mais en tout cas, parmi les abonnements, on a entre 30 et 35% de personnes qui démarrent un essai et qui, après, finissent par souscrire un abonnement. Voilà. Ok. Tu ne te rends pas peut-être compte, mais d'après les benchmarks, parce qu'on est sur quelque chose qui est sur du B2C, même si c'est pas vraiment du C, parce que c'est quand même des professionnels, ils utilisent ça pour le pro, mais en même temps, ça s'apparente quand même à du B2C. Le chiffre est quand même pas mal. Donc une application destinée à des particuliers, donc c'est des particuliers en tout cas qui vont payer de leur poche, ouais. C'est ça. Ouais. Et dans ce milieu-là, c'est un très beau taux de conversion. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. D'après les benchmarks que j'avais vus, c'est pas mal. Et justement, sur ces études de marché, c'est combien la moyenne, si tu as en tête Ouais, je pourrais pas te dire. Hein. Mais tu vois, par exemple, un chiffre qui serait déjà bon, je pense, c'est 20%. 20%, ça veut dire, voilà, tu as une personne sur 5 qui s'inscrit et qui va après souscrire un abonnement. Quelque chose qui serait pas terrible, je serais en dessous de 10%. Mais après, ça dépend de ton modèle aussi. Tu vois, je veux dire, si après, tu as un abonnement qui est vraiment très très cher, en fait, c'est peut-être pas grave. Il y aura moins d'utilisateurs, ouais. Forcément. Ça dépend. Ok. Quels sont vos meilleurs retours si on regarde tous ces avis qu'on voit sur votre site internet? Parce que je suis allé dessus, j'ai vu, il y en a quand même beaucoup d'avis positifs. C'est quoi ce qui ressort le plus? Je pense que ce qui ressort le plus, c'est vraiment le gain de temps et la simplicité d'utilisation. On parlait tout à l'heure de ce fameux PDF de 100 pages qu'on a pour faire les programmations. En fait, c'est ce qu'on appelle le bulletin officiel. Donc, c'est toutes les compétences qu'un enseignant doit répertorier pour ses élèves. Et l'avantage et le gros point fort de Teach, c'est que ce bulletin officiel, en fait, on l'a répertorié, on l'a déjà rentré en fait sur l'application. Donc sur le logiciel. C'est-à-dire que l'enseignant, quand il va faire son cahier journal, quand il va faire ses programmations, il a juste à cliquer sur un petit onglet avec les matières et il y a ce déroulé. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher dans les 100 pages le terme hyper pompeux qu'on comprend pas forcément toujours. Voilà, là en fait, le plus gros gain de temps, c'est que ce fameux BO de centaines de pages, il est déjà pré-rempli. Et en fait, ça, je pense que c'est vraiment ce que depuis le début, en fait, ce que les enseignants préfèrent. Parce que c'est simple, c'est facile à utiliser. Et puis, justement, c'est hyper rapide. Ça fait gagner du temps. Moi, l'avis que je préfère, c'est quelqu'un qui avait mis une fois, avec cette application, je me couche plus tôt le soir. Et c'est vraiment, celle-là, je la trouve fantastique. Et donc, comme elle disait Marie-Laure, c'est vraiment simplicité et gain de temps. Voilà, c'est les deux axes. Parce que juste pour revenir un peu là-dessus, pour simplifier, en gros, c'est dans ce cahier journal où chaque horaire, tu précises quelle matière tu vas travailler et quelles compétences dans chaque matière tu vas travailler. Par exemple, on va dire, si c'était l'histoire, tu travailles Charlemagne. Tu dois aller dans le bulletin officiel, donc un PDF qui fait 200 pages, rechercher la ligne qui te dit c'est tel code. Avec le bon terme, c'est-à-dire la compétence à travailler qui est dans les programmes de l'éducation nationale. Donc moi, au début, c'était... surtout en plus les années où on est inspecté, où il faut vraiment
que ce soit clair, on est sur le terme prêt, presque, pour avoir alors que là, le fait de l'avoir déjà pré-rempli, de pas avoir besoin de chercher, que tout soit catégorisé par matière aussi, ça c'est hyper important, c'est fantastique. Enfin, moi, je pense que c'est ce qui m'a fait à l'époque switcher dans le « Ah mais j'adore et je vais l'utiliser tout de suite en fait ». Et tu penses que tu as gagné combien d'heures par mois grâce à cet outil depuis que tu l'utilises? Énormément, mais c'est des dizaines d'heures parce que je comparais en fait. Alors, c'est vrai que maintenant, en plus, j'ai un peu plus de bouteilles aussi dans l'enseignement, donc c'est encore plus rapide, mais je sais que je pouvais passer facilement entre l'emploi du temps, enfin le cahier journal, mes cours, tout ça, je pouvais faire 2-3 heures facilement le soir. Là, faire mon cahier journal, en 15 minutes, il est fait. Donc, facilement 1 heure, voire 2 heures par soir de travail gagné. Donc, dans le mois, je vous raconte même pas. C'est plusieurs dizaines d'heures. Ouais, nous, ce qu'on avait calculé à peu près, une grosse maille, mais c'était entre 3 et 4 heures par semaine. Ouais, voilà, c'est ça. Après, ça va être plus, par exemple, dans des périodes assez charnières comme la rentrée, et ça va être un peu moins d'autres périodes plus cool. Donc, il y a l'outil qui plaît, il y a les enseignants qui viennent et qui l'utilisent. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est maintenant où tu en es actuellement avec Teach et aussi quel avenir tu donnes à cette application. On n'en a pas encore parlé beaucoup, mais c'est une application qui est devenue internationale. Il n'y a pas que les enseignants français qui l'utilisent, il y a aussi des enseignants dans plein de pays. Tu parlais de la Belgique, c'est présent là-bas. Donc voilà, où on en est aujourd'hui et quel est le futur de l'application. On a plusieurs axes de développement parce que mine de rien, maintenant, ça fait des jaloux. Donc, en fait, les enseignants du secondaire, ils aimeraient bien aussi avoir des outils qui leur simplifient le quotidien. Donc, voilà, il y a plusieurs pistes. Ça peut être proposer quelque chose aussi pour le secondaire, où en fait, ils ont plutôt des progiciels, mais qui leur sont un peu imposés par l'établissement. Mais en fait, eux, ils ont besoin de quelque chose de plus intuitif, plus simple à utiliser au quotidien pour les aider dans la préparation de cours. Et après, il y a l'international. En effet, en fait, on s'aperçoit que, par exemple, en Belgique, c'était plus simple parce que forcément, il y a la proximité avec la langue. En fait, ils ont les mêmes problèmes que les enseignants français. Et en fait, d'après les études de marché qu'on a fait sur d'autres pays, même pas forcément plutôt anglophones même, en fait, les enseignants ont les mêmes problèmes. C'est-à-dire, ils se sentent un peu laissés à l'abandon quand ils arrivent devant leur classe. Ils se sentent sous-outillés. Et donc, du coup, Teach, ça peut les aider. Donc, c'est aussi une autre piste de développement. Mais après, en France, pour le premier degré, voilà, les chiffres, ça paraît gros, mais il y a beaucoup d'enseignants, donc on a encore de quoi faire. On a encore vraiment de quoi faire. Et même sur les outils, c'est loin d'être gagné. Il y a encore plein de choses qu'on aimerait faire. Notamment, on a mis en place depuis cet été, mais plus d'intégration en fait entre les différents modules qui permettent encore de gagner beaucoup de temps. Parce que quand tu dis on, vous êtes combien dans l'équipe du coup? Là maintenant, on est 6. 6, ouais. Ouais, ça a pas mal. Ça a pas mal pris. C'est super impressionnant quand même d'un projet que tu faisais le soir en rentrant. Aujourd'hui, tu as 6 personnes qui sont dessus. Ça se développe, tu veux le développer, comme tu l'as dit, tu investis beaucoup dedans, beaucoup d'énergie. Et c'est du coup les prochaines étapes, donc tu me les as un peu expliquées, mais là sur 1 an, 2 ans. Déjà, aussi, comme tu l'as un peu précisé, c'est que moi en communication, c'est pas trop mon fort, les réseaux sociaux, etc. Donc de la chance, l'outil plaît, donc il y a du bouche-oreille. On aimerait bien un peu booster ça avec un peu plus. On a commencé ça un peu cet été, de la pub payante sur Facebook par exemple, mais aussi être beaucoup plus fort en communication, proposer beaucoup plus, parce qu'on propose des modèles en fait, par exemple d'emploi du temps, pour que tu aies l'outil, mais aussi les modèles qui te permettent d'adapter à ta situation. L'idée, c'est donc on a fait un recrutement en ce sens-là pour avoir quelqu'un, donc c'est une ancienne enseignante, Mélisande, donc ancienne enseignante, qui va développer aussi tout cet aspect expertise pédagogique, c'est-à-dire de pouvoir proposer beaucoup plus de contenu, des séquences toutes faites, des programmations toutes faites, mais tu peux toujours adapter. Tu vois, c'est ça la force du truc, c'est vraiment d'avoir le modèle et les outils pour pouvoir l'adapter, parce que chaque situation est vraiment différente. Donc l'idée, ça va être de pousser ça beaucoup plus fort, pour qu'on puisse en plus référencer ça d'un point de vue SEO, donc et faire connaître Teach à vraiment beaucoup plus de monde. Donc c'est vraiment essayer de renforcer un peu finalement tous les aspects qu'on a, que ça soit le produit pour le gain de temps pour les enseignants, donc toujours réinvestir énormément dans le produit et aussi dans la communication. Ok, ça c'est vraiment super parce qu'on voit que même quand tu penses à communiquer sur le produit, tu penses encore et toujours à l'utilisateur et finalement en leur donnant encore plus de matière pour les aider, et forcément, naturellement, ils vont venir utiliser Teach et qui va se développer. Teach d'ailleurs, le nom, comment tu l'as trouvé? Parce que il n'y a pas, c'est pas très. C'est vrai qu'au début, je me rappelle, tu fais une première ligne de code, normalement, il faut que tu nommes ton repo. Donc, du coup, je me suis dit,
quand même falloir rapidement trouver un nom. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un .com de dispo, nom de domaine. De nouveau, au début, là, il n'y avait pas vraiment d'ambition. En fait, c'était juste nommer le projet, se dire, OK, si un jour je le mets à disposition, j'aimerais bien avoir un .com. Et donc après, je sais pas, j'avais trouvé ce jeu de mots. Je me suis dit, ah bah Teach, c'est sympa. Ça fait en plus, précédente boîte, on avait ce travers-là où ça s'appelait Travolib, quelque chose de très français. Et je me suis dit, si un jour Teach, on peut justement l'exporter, ça serait bien que ça sonne pas trop franco-français. Et donc, du coup, je m'étais dit, tiens, un jeu de mots avec Teach, ça pourrait être sympa. Je cherche, je joue sur toutes les orthographes possibles. J'en trouve une où le .com, il est disponible. Et donc, maintenant, c'est un peu aussi la blague. Teach, ça se prononce bien, mais bon, il n'y a personne qui sait comment l'orthographier. Heureusement, sur Google, on nous trouve assez facilement. Et voilà, c'était simplement là-dessus. C'est assez incroyable. Mais maintenant, j'ai une question pour vous deux. Je vais la poser chacun à votre tour. C'est quelle empreinte avec ce projet, hein, quand vous l'avez ensemble, vous voulez laisser sur ce monde et sur le territoire? Grande question. Tu peux commencer. Ouais. Moi, ce que j'aime bien dans ce projet, alors même si au départ, c'est vrai qu'il était destiné pour m'aider moi dans mon quotidien, uniquement à moi, mais ce qui est fantastique et ce que j'aime bien des fois quand il vient me le montrer aussi, c'est les gens qui nous disent ah mais grâce à Teach en fait, enfin voilà c'est génial, je l'utilise. Et c'est ça ce que je trouve génial, c'est de se dire que il a créé, avec un peu mon aide, mais c'est surtout lui qui l'a créé, un outil qui est utilisé et qui est apprécié, et de se dire voilà les gens dans leur quotidien, on a créé quelque chose qui leur permet d'être mieux, de se sentir mieux, et puis qui est apprécié. Et ça, je trouve ça déjà pas mal, quoi. C'est de se dire voilà, on a à notre échelle créé quelque chose qui est apprécié de plein de personnes. Et tu t'en rends d'autant plus compte puisque toi tu le vis au quotidien. Je m'en rends d'autant plus compte parce que je m'en sers justement. C'est pas comme si on avait créé ça et puis voilà. Non, je m'en sers. C'est quelque chose de très utile. Et il y a pas si longtemps que ça en plus. Enfin, il a un utilisateur qui lui a envoyé un message en disant je viens de me rendre compte que la directrice de mon école était une des bêta-testeuses, donc une de mes anciennes collègues, qui a testé Teach et lui l'utilise aussi. Donc en fait, on a des gens maintenant qui se retrouvent dans les écoles, qui en parlent parce que ah oui, tu l'utilises aussi. Et ça, en fait, on se rend compte que la communauté grandit et qu'il y a de plus en plus de monde qui l'utilise. Et c'est génial, quoi. Ouais, c'est très gratifiant. Moi, je vais aussi aller dans le même sens. C'est le fait de pouvoir vraiment de voir qu'on a créé quelque chose qui apporte vraiment de la valeur aux gens, qui leur permet, comme on dit, de se coucher plus tôt le soir, qui diminue aussi le stress, le fait d'être plus zen aussi au quotidien. Voilà, c'est le bonheur, là, on puise de ça. Et ce qui est vraiment sympa, moi, avec cette communauté d'enseignants, que je connaissais pas, parce que moi, je viens pas de ce milieu-là, c'est qu'en fait, ils rendent vraiment l'appareil, en fait. C'est que ils nous font énormément de retours, et nous, c'est super galvanisant, en fait, au quotidien. Donc, le fait de nous dire, merci pour cette nouvelle fonctionnalité, ça me fait gagner vachement de temps, c'est super sympa, c'est top, quoi. Donc l'idée, c'est de continuer là-dessus, de pouvoir toujours réinvestir là-dedans pour apporter le plus de valeur et arriver jusqu'au jour, en fait, l'enseignant, il n'a plus besoin de faire grand-chose, quoi. En tout cas, au moins, la mission, c'est que l'enseignant, il se concentre vraiment sur l'aspect pédagogique et qu'il n'est pas à se soucier de mise en page de documents, d'organisationnel, qu'il se concentre vraiment sur la pédagogie, ce qui est finalement le plus important, parce que nous, un enseignant sert aussi quelqu'un, il sert un élève, et donc l'idée, c'est aussi de servir l'éducation globale à travers tout ça, quoi. On parle souvent de charge mentale, mais finalement, ça nous enlève une sacrée charge mentale, en fait, d'avoir un outil comme Teach, parce que du coup, ça simplifie plein de choses. Et ce que j'aime bien aussi, c'est, on le voit, sur les réseaux sociaux, c'est que on appelle souvent ça la Team Teach, c'est que ceux qui l'utilisent s'entraident, même entre eux. Quand quelqu'un a un souci, maintenant, il y en a d'autres qui répondent à notre place, et qui vont dire tu peux faire comme ci, tu peux faire comme ça. Et ça, c'est super de créer des groupes où les enseignants, finalement, utilisent l'outil. Et... Thibault le disait, la communauté est assez active. Comment ça se traduit justement, cette communauté-là? C'est justement là-dessus, c'est sur les retours, c'est sur quelqu'un qui pose une question. On a créé un petit groupe privé que n'importe qui peut rejoindre, un utilisateur de Teach. Et on le voit maintenant, au début c'était nous surtout moi qui répondais un peu à toutes les questions, en tout cas l'équipe vraiment interne Teach qui répondait. Là maintenant on voit qu'il y a quelqu'un, parfois même on découvre des cas d'usage auxquels on n'avait pas pensé, parce qu'on essaie de rendre les outils justement assez flexibles, et donc du coup quelqu'un qui arrive à une problématique, j'ai un triple niveau de maternelle, comment je fais pour faire mon emploi du temps pour que ça me prenne pas trop de temps, et du coup on a d'autres utilisateurs qui ont cette même configuration, qui vont dire moi j'ai fait comme ça, etc. Et donc ça se traduit surtout comme ça. Et c'est finalement un cercle vertueux, et c'est aussi ce que j'avais envie de montrer à travers ce podcast et ces échanges, c'est qu'il se passe de belles choses
et notamment en Lorraine, d'où vient l'application et d'où vous venez aussi, et ça fait vraiment plaisir. Et je vous remercie en tout cas énormément d'avoir partagé cette histoire, et je pense qu'elle mérite en tout cas vraiment d'être entendue. Ça fait plaisir. Je vous remercie encore une fois. Merci à toi. Merci à toi, ouais, Rémi. Et puis j'ai hâte du coup de voir l'évolution de Teach dans le temps. Nous aussi.